صبرنا رايح زي السراب. 200 يا الله يا ربي نرتاحوا. بنبكي لعمرنا، بنبكي لوطننا. يا إفريقيا يا أم الأرواح السوداء، يا مانديلا يا الحلال علينا، يا سيزير سنغور نايندوبا وكل اللي كلنا. يا دنيا ورينا كيف العمل، يا دنيا ورينا كيف العمل، يا دنيا ورينا كيف العمل. يا دنيا ورينا كيف العمل. ولا بترحمي لا بتحلي ولا بتزيد الأجل، ولا بترحمي لا بتحلي ولا بتزيد الأجل. المساكين نحنا، الشجعانين نحنا، المساكين نحنا، الشجعانين نحنا. ضيعنا شبابنا ولا عرفنا هلاته، والأيام جارية الشيب جايب تحياته. ضيعنا شبابنا ولا عرفنا هلاته، والأيام جارية الشيب جايب تحياته. دنياتنا كملت في عذاب، صبورنا رايح زي السراب. دنياتنا كملت في عذاب، صبورنا رايح زي السراب. 200 يا الله يا ربي نرتاحوا. 200 يا الله يا ربي نرتاحوا. يا دنيا ورينا كيف العمل، يا دنيا ورينا كيف العمل. يا دنيا ورينا كيف العمل. يا دنيا ورينا كيف العمل. ولا بترحمي لا بتحني ولا بتزيد الأجل، ولا بترحمي لا بتحني ولا بتزيد الأجل. المساكين نحنا، الشجعانين نحنا، المساكين نحنا، الشجعانين نحنا. ضيعنا شبابنا ولا عرفنا هلاته، والأيام جارية الشيب جايب تحياته. ضيعنا شبابنا ولا عرفنا هلاته، والأيام جارية الشيب جايب تحياته. دنياتنا كملت في عذاب، صبورنا رايح زي السراب. دنياتنا كملت في عذاب، صبورنا رايح زي السراب. 200 يا الله يا ربي نرتاحوا. 200 يا الله يا ربي نرتاحوا. بنبكي لعمرنا، بنبكي لوطننا. Ok, bienvenue sur Édicture Média.
Anthony Monan, est-ce que tu m'arrives à m'entendre? Oui, j'arrive à entendre, sauf que j'ai préféré l'écouteur, mais apparemment l'écouteur ne fonctionne pas. On est déjà en ligne, ok? Il y a des gens qui nous regardent. Pardon? C'est en direct, hein? Oui, en direct, bien sûr, mais je préfère bien avec le kit doré. Oui, c'est bon. J'arrive à te recevoir. Mais moi, Est-ce que je tu ne m'arrives capte à pas. recevoir 100%? Ah, comme, voilà. Ça Je crois que passe? c'est bon. Ok. Ça passe bien, n'est-ce pas? On n'a pas de problème de technique. Ouais, au clopin, clopin. Oui, je te reçois très bien. D'accord. D'accord? Oui. Ok, donc on va commencer avec la musique et puis on va commencer l'émission. Hein? D'accord. All right. Ok, donc on va commencer rapidement puisque on n'a pas assez de temps et puis au chat, les gens ont des difficultés en ce qui concerne l'Internet. Donc aujourd'hui, on va poser une question. Donc on va laisser aux téléspectateurs de participer. Donc ma question a été formulée par Anthony. La question est la suivante. L'Union africaine peut-elle regagner sa crédibilité par son intégration au G20? Donc, c'est ça la question. J'ai laissé un lien sur Facebook et sur YouTube. Vous pouvez participer. Si vous avez des opinions, on est là pour échanger des idées. Donc, pour le moment, on va commencer avec Anthony Monan. Donc, qu'est-ce que tu veux nous présenter aujourd'hui, Anthony? Vas-y, vas-y. Vous pouvez m'excuser? Vas-y, je t'attends. Ah, excusez-moi, une minute. Ok, vas-y. Je vais revenir. Donc, on va attendre Anthony pour qu'il revienne. Donc, pour le moment, en attendant, vous pouvez participer. Il y a un lien que j'ai laissé ici. Si vous voulez, vous pouvez participer et puis on va en discuter plus. Donc, vas-y. Oui. Je te reçois Voilà. très bien. Donc, voilà. Comme nous avions dit la fois dernière lors de précédents échanges par rapport à l'intégration de l'Union africaine. Non, on va commencer d'abord avec les nouvelles. Donc, la question, je laisse la question pour les téléspectateurs s'ils veulent participer, mais on va commencer avec les nouvelles que tu m'avais envoyées en ce qui concerne le mystère de l'enlèvement d'Olivier Dubois et puis l'Union africaine et Nicolas Sarkozy. Donc, on commence avec ça, ce sujet, et puis on va entamer la question du jour. D'accord. Voilà, merci, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir encore rejoints ce soir pour nous échanger sur un certain nombre de sujets, bien évidemment.
par rapport à l'enlèvement du journaliste, indépendant, Olivier Dubois. Voilà, c'était en mois dernier, le mois de mars, Olivier Dubois a été libéré par ces djihadistes. Aujourd'hui, nous voulons faire sortir un peu les zones d'ombre de ce journaliste-là par rapport à son enlèvement. Et vous savez, ce journaliste devait avoir un entretien avec le chef du groupe de soutien islam aux musulmans. C'est une branche donc d'Al-Qaïda, groupe Al-Qaïda au Sahel. Et donc l'émir Al-Gabay devrait échanger avec le journaliste dans la ville de Gao, au nord du Mali. Et donc un contact a été pris par l'intermédiaire d'un jeune Touareg dénommé Kader. Et grâce à ce fixeur qu'on appelle, c'est un fixeur, celui-là qui donne des rendez-vous avec l'émir et tout contact avec ce dernier pour des échanges. Le journaliste a bien fait donc de prendre un rendez-vous à Gao pour un entretien avec le chef de ce groupe de soutien islamique et aux musulmans. Donc, je vais intervenir puisque parfois, il faut que je raccourcis l'émission. Qui est Olivier Dubois? Tu peux nous parler brièvement de ce journaliste? Pardon? Tu n'arrives pas à m'entendre alors? Oui, je n'entends pas bien. Tu peux utiliser l'écouteur. Oui, c'est pourquoi je demandais tout à l'heure, j'ai un écouteur, mais ça ne fonctionne pas. Okay. Vas-y, Ouais, c'est bon déjà. il faut nous excuser, on a un problème technique. La personne, Anthony, il est au Tchad, donc on rencontre un peu de difficultés. Donc soyez patients. Ok, je vais mettre la musique pour l'instant. Voilà. Enfant du Tchad, tu as trop souffert, peuple martyr qui vit dans l'enfer. Enfant du Tchad, tu as trop souffert, peuple martyr qui vit dans l'enfer. 30 années de guerre dans la misère, tu cherches en vain un homme qui te libère. Enfant du Tchad, tu as trop souffert, peuple martyr qui vit dans l'enfer. Tu as trop souffert, peuple martyr qui vit dans l'enfer.
Enfant du Tchad, tu as trop souffert. Peuple martyr qui vit dans l'enfer. 30 années de guerre dans la misère. Tu cherches en vain un homme qui te libère. Enfant du Tchad, tu as trop souffert. Peuple martyr qui vit dans l'enfer. Contre toi-même, tu t'es massacré. Tu as été trompé, on t'a utilisé. Contre toi-même, tu t'es massacré. Les beaux discours t'ont terrorisé et sans pitié, ton sang coulé. Enfant du Tchad, tu as trop souffert. Peuple martyr qui vit dans l'enfer. Tu as été trompé, on t'a utilisé. Contre toi-même, tu t'es massacré. Tu as été trompé, on t'a utilisé. Contre toi-même, tu t'es massacré. Les beaux discours t'ont terrorisé et sans pitié, ton sang a coulé. Enfant du Tchad, tu as trop souffert. Peuple martyr qui vit dans l'enfer. Avec le vent de la démocratie, tu espères être bien assis. Avec le vent de la démocratie, tu espères être bien assis. Maintenant, observant nos partis, franchement qui, parmi ces opportunistes politiques endurcis, peut avoir le souci. Donc, vous devriez nous excuser puisque j'entends Anthony Monan, il a des problèmes techniques. Donc, soyez patients, on va patienter s'il vous plaît. On va entendre jusqu'à ce qu'il nous rejoigne. En entendant, je vais jouer la musique là. Enfant du Tchad, tu as trop souffert. Peuple martyr qui vit dans l'enfer. Enfant du Tchad, tu as trop souffert. Peuple martyr qui vit dans l'enfer. 30 années de guerre dans la misère. Tu cherches en vain un homme qui te libère. Enfant du Tchad, tu as trop souffert. Peuple martyr qui vit dans l'enfer. Tu as trop souffert, peuple martyr qui vit dans l'enfer. Enfant du Tchad, tu as trop souffert, peuple martyr qui vit dans l'enfer. 30 années de guerre dans la misère, tu cherches en vain un homme qui te libère. Enfant du Tchad, tu as trop souffert, peuple martyr qui vit dans l'enfer. Contre toi-même, tu t'es massacré. Tu as été trompé, on t'a utilisé. Contre toi-même, tu t'es massacré. Les beaux discours t'ont terrorisé et sans pitié, ton
sang coulé. Enfant du Tchad, tu as trop souffert. Peuple martyr, tu vis dans l'enfer. Contre toi-même, tu t'es massacré. Tu as été trompé, on t'a utilisé. Contre toi-même, tu t'es massacré. Les beaux discours t'ont... Ok. Anthony. Hello? Hello? Attends une seconde. Je ne sais pas ce qui se passe. Ok. Voilà, c'est bon. All right. On a des difficultés toujours. Hein? C'est pas facile. Hein? Or, l'écouteur fonctionne très bien. Je sais pas, arrivé ici, ça refuse de fonctionner, je comprends pas. Ouais, surtout quand on est en direct, c'est pas la même chose. C'est vrai, c'est vrai. On va demander aux téléspectateurs de nous, Excusez, oui. de nous excuser. Franchement. Donc, on peut continuer sur ce que tu avais commencé. Voilà. Donc, j'avais une question que je t'ai posée là. La question est de savoir qui est Olivier Dubois. Tu peux nous parler brièvement de cette personnalité-là. Ok. Olivier Dubois est un journaliste indépendant français, un journaliste français indépendant qui était au Mali pour un entretien avec le chef de GSIM. C'est un groupe, c'est une filiation, une alliance du groupe Al-Qaïda au Sahel, donc dirigé par un ennemi dénommé Al-Ghabaï. Donc, Olivier Dubois travaillait sur la situation sécuritaire due donc au terrorisme dans le Sahel. Je vais t'interrompre là. Il faut repositionner ton caméra puisque le visage est à moitié coupé. Ok, maintenant, là, c'est bon. Voilà, donc c'est un journaliste, je disais, c'est un journaliste français qui travaillait sur le terrorisme dans le Sahel, plus précisément au Mali, en 2021. Donc, il avait un échange, un entretien avec le chef du groupe de soutien islamique et aux musulmans, à Gao, plus précisément au nord. Il y a un soutien. Est-ce que c'est ça, c'est la question que tu poses? Pardon? Tu dis qu'il a un soutien au groupe islamique? Non, ça dit qu'il devait avoir un entretien, une interview. Oh, une interview. Voilà, avec un émir, c'est lui qui dirige le groupe de soutien islamique aux musulmans. C'est une alliance du groupe Al-Qaïda au Sahel. Voilà, donc il avait demandé une interview avec le leader, voilà, de ce groupe de soutien islamique, voilà, et aux musulmans dans la ville de Gao, c'est-à-dire au nord du Mali. Et bien évidemment, ce journaliste, quand il avait, il demandait l'entretien avec ce chef djihadiste, c'était grâce par l'intermédiaire d'un jeune Touareg, qui s'appelle Kader. C'est le fixeur et c'est lui-là qui facilite le contact avec cet émir Al-Ghabaï. Et donc, quand Olivier Dubois devait se rendre donc, à Gao, plus précisément dans la localité très risquée, parce que à l'époque, la force Barkhane était au Mali et avait tous les renseignements possibles. C'est une zone
très risqué. Et le porte-parole de Quai d'Orsay, c'est-à-dire c'est une appellation donc du ministère des Affaires étrangères français, on appelle Quai d'Orsay. Ce porte-parole a attendu lorsque Olivier Dubois était dans l'avion pour ce rendez-vous avant de lui laisser un email pour dire qu'il peut déjà reconsidérer sa décision d'aller échanger avec le chef djihadiste. Donc, c'est suite à une enquête donc conjointe des journaux français, à savoir Le Monde, le journal Le Monde, La Libération, le TV5 et d'autres groupes de médias qui ont dirigé cette enquête, et ils se sont rendus compte que la force Barkhane était bel et bien au courant que le djihadiste, au courant de l'enlèvement de ce journaliste Olivier Dubois. Et donc l'objectif, le but donc de la force Barkhane était de permettre à ce que, grâce à ce journaliste-là, ils puissent identifier le chef djihadiste, le localiser là où il se trouve grâce à ce journaliste. Voilà un peu la situation. Maintenant, en mars dernier, le journaliste Olivier Dubois a été libéré. Et ces journaux, les autres journaux ont dit, mais certainement, la force Barkhane doit avoir une part de responsabilité dans cet enlèvement. Pourquoi ils n'ont pas déployé les moyens? Pourquoi cette force n'a pas déployé des moyens adéquats pour empêcher l'enlèvement? Voilà un peu les enjeux de cet enlèvement du journaliste Olivier Dubois. Donc maintenant, il est libéré. Il se trouve où? Oui, actuellement, il est libéré depuis mi-mars dernier. Okay. Il se trouve où alors? Oui. Il se trouve en France ou en Afrique? Voilà, il se trouve actuellement en France. Ok. C'est un journaliste français, n'est-ce pas? C'est un journaliste français, un journaliste indépendant. Ok. Oui. Ok, on peut continuer notre sujet. Oui. Voilà, la condamnation de Nicolas Sarkozy est historique parce que depuis l'histoire de la France, Nicolas Sarkozy fut le premier ancien président français qui a été condamné de pareille peine. Et donc, sa condamnation vient du fait que en 2014, il a été mis sur écoute. On dit une affaire des écoutes à Zibert Smith. Donc, c'est une affaire de corruption, une affaire de corruption qu'il avait été l'auteur lorsque, pendant sa campagne, en 2014, il avait demandé financement de la Libye. Et donc, Nicolas Sarkozy a été condamné pour corruption et trafic d'influence. Donc, il a été condamné le 11 mai dernier pour corruption et trafic d'influence à une peine de 3 ans de prison, dont 1 an de prison ferme. Mais le juge a trouvé, par rapport à la loi française dite loi de bloc-peine, promulguée en mars 2019, cette loi permet donc d'aménager la peine. Donc, au lieu que le président, l'ancien président, court 1 an de prison ferme, cela a été allégé donc à un emprisonnement avec via bracelet électronique.
Donc, il est sous surveillance. Il peut être à la maison, mais il est sous surveillance électronique. Voilà. Donc, il a été condamné parce que, à cause de la corruption, n'est-ce pas? Ouais. Mais en ce qui concerne son rôle dans la guerre de Libye, est-ce qu'il a été reproché parce que c'est une invasion illégale, sa participation à faire partir les leaders libyens? Oui. Je pense qu'il devrait être responsable de certaines de ses actions, n'est-ce pas, si je ne me trompe pas? Justement parce que nous, moi et vous, nous ne pouvons pas compter puisqu'il n'y a pas une enquête dans cette affaire de manière officielle pour situer la responsabilité d'une manière claire. Parce que là, nous avons affaire à une affaire tellement politique au point que nous ne pourrions pas très clairement situer la responsabilité de cet ancien. Mais ce qui a été mis sur écoute par rapport à cette affaire, parce que il y a des lois contre la corruption et le trafic d'influence. C'est suite à ça que l'affaire était devant le tribunal d'instance et ensuite il a été condamné effectivement d'une pareille peine, mais il a nié avec ses avocats, ils ont nié qu'il n'y a aucune situation de corruption. Et l'enquête a poursuivi son chemin pour que cela puisse aboutir sur les écoutes, et ça, c'est de manière incontestable. Donc, actuellement, quand il a été condamné, les deux avocats également ont été condamnés de même peine. Donc, actuellement, ces deux avocats sont sous le coup de cette peine-là, ensemble avec le président, l'ancien président Nicolas Sarkozy. Donc, il n'a pas été reproché d'avoir carrément détruit la Libye? Non, dans cette affaire, aucune. Si je ne me trompe pas, la France a participé dans la guerre. Je pense que la France avait amené ou apporté un soutien militaire vis-à-vis de soi-disant certains Libyens qui sont contre Kadhafi. Et aujourd'hui, on se trouve dans une situation chaotique qui a été causée par la participation des pays occidentaux, n'est-ce pas? Oui, et bien évidemment, mais vous devez aussi comprendre que il a agi en tant que président de la République, donc cela mais en quelque sorte, on a un problème d'électricité, donc vous allez juste peut-être écouter la voix. Ouais, vas-y, on va seulement écouter, c'est pas un problème. Voilà, donc justement, c'est un problème qui lie l'État français avec la Libye. Donc, nous ne pourrions pas très rapidement identifier sa responsabilité personnelle. Par contre, dans cette affaire de corruption et de trafic d'influence, c'est la personne de Nicolas Sarkozy qui est visée. Par contre, pour le chaos ou bien l'intervention de la France. Puisque je soulève une question vraiment intéressante, puisque si vous regardez en ce qui concerne les poursuites judiciaires dans les pays occidentaux envers leurs présidents, les présidents respectifs, si vous prenez l'exemple des États-Unis, puisque les États-Unis ont envahi l'Irak de manière illégale, n'est-ce pas? Mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont été tués. La guerre a causé beaucoup de dégâts humains, n'est-ce pas? Mais aux États-Unis, George Bush n'a pas été condamné ou n'a pas été poursuivi pour ces crimes contre l'humanité.
n'est-ce pas? Et puis, il me semble que quand il s'agit des crimes, d'envahir un autre pays et causer des crimes, pour les pays occidentaux, ce n'est pas un problème majeur. Vous voyez? Puisqu'il y a un parallèle ici. Si vous prenez le cas de la France, Nicolas Sarkozy est poursuivi pour avoir peut-être ne pas respecté les lois sur la campagne, mais quand il s'agit de son implication directe dans la destruction de la Libye, la justice ne l'a pas poursuivi. Tu vois ce que j'ai dit? C'est très intéressant de voir certains leaders occidentaux ne sont pas poursuivis les crimes qu'ils ont causés au monde. C'est très intéressant. Justement. Ouais. Donc, je vais continuer sur l'autre sujet. Ok, on va commencer. On va parler de l'Union africaine et la transition du Tchad. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Oui, il y avait une session du Conseil de sécurité, de paix et sécurité de l'Union européenne et de l'Union africaine, je m'excuse, qui s'est réunie le 11 mai dernier pour statuer sur le rapport qui est du groupe de sages dirigé par l'ex-président Ndaïseye, Donatien Ndaïseye, voilà, qui était venu à N'Djamena en mi-mars dernier. Vous voulez dire l'ex-président de l'Union africaine? Non, l'ex-président Burundi. Ah, Burundi, ok. Voilà, de Burundi, c'est un groupe de sages qui était venu à N'Djamena pour cette enquête. Donc, c'est un rapport qui a été publié, et cela a fait l'objet donc d'une session du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine. Et donc, quel est le but de l'enquête? Pardon? Quel est le but de l'enquête? Voilà, le but de l'enquête, c'est de voir, c'est de situer un peu, voilà, là où les directives pour que la transition puisse se passer bien. Et donc, le Conseil, sur ce rapport, le Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine a statué comme quoi ils vont continuer à soutenir la transition. Ils prennent également acte donc de la prolongation de cette transition pour 24 mois. Tout de même, il faudrait que cela se passe avec une feuille de route très claire, assortie donc d'un calendrier très précis. Et le Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine a réitéré sa position par rapport à la présentation ou bien aux candidats, voilà, les membres de transition, du gouvernement de transition qui doivent se présenter aux élections futures. Donc, quelle est la position de l'Union africaine en ce qui concerne? L'Union africaine demande à ce que les membres du gouvernement de cette transition ne puissent pas participer aux élections futures. Okay. Voilà, donc l'Union africaine clarifie en quelque sorte sa position vis-à-vis des élections ou bien des potentiels candidats aux élections prochaines qui peut-être chercheront, dont les membres du gouvernement. Ce qui veut dire que le président de la transition n'est pas conseillé de se représenter. Exactement. Le président la position de l'Union africaine, n'est-ce pas? C'est une position. Voilà, c'est ça la position du Conseil de
de sécurité, de paix et sécurité de l'Union européenne, de l'Union africaine, je m'excuse. Okay. Donc, c'est tous les membres du gouvernement de la transition, à savoir le président de transition et les autres ministres ou le premier ministre et autres. Ceux qui dirigent actuellement la transition n'auront pas ce droit-là de participer aux élections prochaines. OK, mais dans les cas où on sait comment les choses se passent en Afrique, mais dans les cas où le président de la transition décide de se présenter, quelles sont les conséquences? Est-ce que l'Union africaine a le pouvoir de renforcer leur politique vis-à-vis du Tchad? Justement, parce que les conséquences, nous le savons tous, parce que c'est le Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine travaille avec les textes, la charte même qui régit l'Union africaine et le Conseil de paix et sécurité. Donc, les conséquences ne seront que des sanctions contre l'État du moment où ces autorités n'obéissent pas aux règles en fait électorales, c'est-à-dire qu'ils violent en quelque sorte la loi qui leur défend de participer donc aux prochaines élections. Donc il y aura des sanctions certainement. Il y a des dispositifs statutaires qui sanctionnent en quelque sorte les autorités qui ne respectent pas cette charte. Est-ce que tu peux être beaucoup plus spécifique? Quel genre de sanctions? Est-ce que tu peux nous éclaircir? Mais ces sanctions vont être définies par l'Union, le Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine. Parce que vous le savez, c'est les mêmes sanctions qui ont été infligées au Mali, pour les jeunes au Mali. Pareilles sanctions également étaient à l'encontre donc des différentes jeunes au pouvoir qui ont mené des coups d'État et autres. Donc, les sanctions pourront être pareilles, c'est-à-dire des sanctions sur le plan économique, des sanctions qui consistent donc à fermer complètement les frontières, qui mettront aussi en danger, surtout lorsqu'un président du pays sanctionné veut se déplacer à l'extérieur du pays. Vous voyez un peu, ce sont là les tensions sur lesquelles... Mais dans ce cas, je pense que c'est un peu... je trouve que c'est grave quand il s'agit des sanctions économiques, puisque les sanctions économiques vont appauvrir les pays et la population va souffrir de ces sanctions. Est-ce qu'ils tiennent compte de ces conséquences, puisque les sanctions d'habitude n'affectent pas la personne du président elle-même, mais plutôt ça affecte la population, ça va rendre la vie beaucoup plus difficile. Est-ce que l'Union africaine tient compte de ces conséquences? Oui, justement, parce que ils ont tout mesuré, ces dispositions, mais l'Union africaine ne fait que faire appliquer la loi. Elle s'en fout très mal de la souffrance de la population, elle s'en fout très mal de ce qui se passe à l'intérieur du pays, ce n'est pas le problème. Il faut qu'appliquer, mais il y a aussi des mesures préventives qui consistent peut-être à formuler des sanctions ciblées. Il peut y avoir également des sanctions ciblées à l'encontre uniquement des autorités. Vous voyez, même le financement de ces élections, le financement de ces élections peuvent aussi avoir comme les premiers acteurs qui demandent le financement, tels l'Union européenne, l'Union africaine, constitue également un acteur dans le financement de ces élections. Mais si l'Union africaine n'adhère pas à ce processus qui consiste à laisser participer donc les autorités de la transition,
ça peut jouer énormément. Ça peut jouer énormément. Donc, ils sont en train d'envisager des sanctions qui peuvent être des sanctions ciblées. Et il y a celles qui peuvent ne pas aussi être ciblées, mais de manière totale, et la population en court les conséquences. Donc, je pense que je trouve que c'est un peu contradictoire, puisque dans un sens, il veut sauvegarder, je pense que l'intégrité démocratique ou la transition démocratique pour la population. Mais dans un autre cas, il veut, si le résultat escompté n'est pas réalisé, l'Union africaine va punir, va sanctionner les Tchad sur le plan économique, et cela va appauvrir la population. C'est un peu quand même, c'est un paradoxe, vous voyez. Donc, quelle est la position du Tchad vis-à-vis de ces directives de la part de l'Union africaine? Oui, la position du Tchad, parce que là, tout dépend donc de ces acteurs-là, de ces acteurs de transition en ce moment. Voilà, il revient de prendre une décision, soit pour échapper aux sanctions de l'Union africaine, soit ils vont continuer, hein, comme ils le souhaitent, ils vont continuer et s'attendre également à des sanctions éventuelles. Parce que là, si ces autorités décident réellement, hein, de protéger sa population ou son peuple, elles ont l'obligation de prendre de bonnes décisions. Au cas contraire, voilà, on dit la loi est amère, mais elle doit s'appliquer. Donc, on ne peut pas tenir compte de la souffrance de la population dans ce cas. On veut qu'il y ait une alternance démocratique. Ils veulent instaurer la démocratie, donc voilà, ils sont obligés de... La question, moi je suis un réaliste, puisque si je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps pour être idéaliste. Je suis réaliste. Je pense que est-ce que l'alternance démocratique est-elle possible? C'est ça la question qu'il faudrait se poser. D'accord? Oui. Si on n'arrive pas à répondre à cette question, je pense qu'il faut envisager de travailler sur un système qui va marcher pour le Tchad. Mais la question que les gens devraient se poser, est-ce que l'alternance démocratique est-elle envisageable? Vu l'histoire du Tchad, d'accord? Vu l'histoire, est-ce que c'est envisageable? Vous voyez? Donc, c'est une question pertinente. Il faudrait qu'on arrive à trouver la réponse. Justement. Justement, oui. Donc, je vais demander aux téléspectateurs de participer. J'ai laissé un lien. Si vous avez des choses à dire, vous pouvez participer. Ce n'est pas difficile. Si vous avez une question, vous pouvez aussi demander votre question. Vous pouvez cliquer sur le lien sur Facebook ou sur YouTube. Et puis, on va vous donner l'accès pour demander votre question ou pour partager ce que vous avez comme opinion. Donc, en entendant, la question que tu avais formulée, tu arrives à m'entendre? Oui. Il y a du bruit là. J'ai du mal à vous entendre. Oui. Tu m'arrives à m'entendre quand même? Oui, j'entends très bien. OK. Donc, la question que tu avais formulée, c'est toi qui as proposé la question. L'Union africaine peut-elle regagner sa crédibilité par son intégration au G20?
Donc d'abord, parlez-nous un peu du G20. Pourquoi l'Union africaine veut s'intégrer au G20? Il faut nous expliquer un peu de manière brève. Qu'est-ce que G20 d'abord? Voilà. G20, c'est un groupement des États qui qui se définissent par leur économie, qui se définissent par leur population et tantôt par des espaces cultivables pour le développement agricole durable. Donc, ce sont ces États-là qui sont considérés comme des leaders en matière politique également, sont considérés comme des leaders en matière politique et par leur puissance ou leur influence, voilà, ils peuvent dicter des lois, ils peuvent dicter certaines situations politiques que le monde puisse voilà, prendre cela en compte. Donc, nous avons parmi les puissants, les pays comme les États-Unis, la France, la Chine, la Russie, l'Arabie saoudite, voilà, et beaucoup d'autres, l'Union européenne même en question également. Donc, ce sont des organisations internationales les plus puissantes et les États aussi les plus puissants qui se sont regroupés dans ce regroupement. Mm-hmm. Voilà. OK. Donc, l'Union africaine veut s'intégrer. C'est ça la situation maintenant? Voilà. Donc, lors des derniers sommets, dernier sommet du G20 à Bali, en Inde, le président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, le président sénégalais, avait fait cette demande pour l'intégration de l'Union africaine au G20. Et donc, cette demande a été étudiée, mais certainement, l'Union africaine serait acceptée parce qu'il y a les États-Unis, la France, beaucoup d'autres pays puissants qui soutiennent l'Union africaine dans ce processus d'intégration au G20. Donc, la question, l'Union africaine peut-elle regagner sa crédibilité? Donc, il y a, vous sous-entendez que l'Union africaine avait perdu sa crédibilité. Est-ce que c'est que vous j'entends? Justement, voilà, justement, parce que vous savez, l'Union africaine, moi et vous et moi, nous témoignons que l'Union africaine n'est plus crédible, parce que beaucoup de choses fait croire que elle est en quelque sorte dirigée même par les organisations occidentales, parce que ces décisions ne sont pas vraiment influentes sur le plan politique africain, même au niveau international, c'est-à-dire que dans les organisations européennes et surtout occidentales, l'Union européenne n'a pas plus d'impact sur ces décisions au niveau international. Donc, sa crédibilité, d'abord au niveau africain, est remise en doute, et pire encore au niveau international, c'est encore pire parce que l'Union africaine ne peut pas décider quelque chose en Europe ni en Asie ou quelque part que ce soit. Je voudrais d'abord, concernant l'Afrique, qu'est-ce qui a fait que, si vous voulez dire, l'Union africaine a perdu la crédibilité au niveau des pays africains? Par rapport à quoi? Donnez-nous des exemples précis. Oui, ce qui fait parce que... Vas-y. Allô? Oui, vous me recevez? Oui. Je te reçois, vas-y.
Allô? Voilà, vous me recevez, je crois. Ouais, je te reçois. Oui, oui, je demande si vous me recevez. Ouais, oui, je te reçois très bien. Voilà, très bien. Vous savez, l'Afrique d'abord a été longtemps négligée. Voilà, vous me recevez, non? Oui. Oui, je vous reçois très bien. Oui, je te reçois. Je te reçois. Merci beaucoup. Voilà, vous savez, l'Afrique a été longtemps négligée d'abord sur le plan économique, hein. L'Afrique a toujours... des- Non, tu me donnes. Pardon? Je veux qu'on soit précis et concis. Tu me Est-ce que donnes vous me des recevez? exemples. Je te reçois très bien. Je te reçois très bien. Voilà, donc je disais... Alors, je te reçois, Anthony. Tu me reçois? Très bien, très bien. Okay, d'abord, je voudrais que tu donnes des exemples en ce qui concerne ce qui fait que l'Union africaine a perdu sa crédibilité Oui. au niveau des pays africains, Uh-huh. une population africaine. Merci. Voilà, vous savez, les pays africains, hein, représentés par l'Union européenne sont longtemps négligés sur le plan économique. Je voudrais d'abord... Représenté par l'Union africaine. Voilà, je voudrais préciser une chose. Vous savez, dans G20, l'Afrique du Sud est dans G20 depuis des années. L'Afrique du Sud, aujourd'hui, l'économie de l'Afrique du Sud, vous ne pourrez pas comparer aux autres pays africains. Et donc, l'Afrique du Sud est dans le G20 depuis, avant que l'Union européenne ne cherche à s'intégrer. Mais déjà, quand je disais que G20, c'est un groupe, c'est un regroupement des États plus puissants sur le plan économique, politique et culturel. Et les pays africains, la plupart des pays africains, comme vous le constatez, ont longtemps été négligés par rapport à leur économie. Ils ont un taux de PIB relativement plus bas qui ne leur permettent pas de se définir, hein, sur le plan international. Et la plupart des pays africains, il n'y a pas ce concept, hein, en termes politiques, c'est-à-dire tout est dicté de l'extérieur, de l'Europe. Hein. Nous avons assez de problèmes, surtout liés à la politique. Hein. Nous avons des problèmes liés. Tu m'arrives à m'entendre? Oui. Donc, vous faites des accusations très graves. Oui, je vous reçois. Ce que vous voulez dire, c'est que les Africains ne sont pas capables. Oui, je vous reçois. Je vous reçois. Donc, je vous entends très bien. Pardon? Vous voulez dire que les Africains ne sont pas capables de gérer l'Union africaine, mais plutôt ils reçoivent des instructions de l'Union européenne. Est-ce que vous me recevez bien? Je disais, hein, je disais que les pays africains ont été longtemps donc sous-estimés parce que par rapport à leur économie. Parce que pour que le pays, qu'un État soit considéré comme un État puissant, un État capable de se définir, il faudrait que l'économie de ce pays-là soit aussi déterminante comme celle de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est dans le G20 depuis des années déjà. Hein? Et quand tu essaies de comparer l'Afrique du Sud avec les autres pays africains, vous allez très vite vous rendre compte que l'économie de l'Afrique du Sud est incomparable. Hein? Et ils ont un PIB au-delà de 15%, contrairement aux autres pays africains qui n'ont même pas atteint, la plupart, hein, n'a pas atteint 65. Donc, Anthony, vous voyez? Anthony, je dois intervenir puisqu'on n'a pas assez de temps. Donc, je vais revenir sur la question que je t'ai posée. La question est de savoir, est-ce que tu peux nous donner des exemples en ce qui concerne l'Union africaine? Vous avez dit que l'Union africaine a perdu sa crédibilité au niveau de la population africaine.
Est-ce que c'est ça ce que tu avais dit? Oui. Donc, est-ce que tu peux nous donner des exemples pour dire que, démontrer que l'Union africaine a perdu oui. sa crédibilité par rapport à certains exemples concrets? A perdu sa crédibilité. Ouais, est-ce que tu peux nous donner des exemples qui démontrent que l'Union voilà, africaine... un exemple plus précis, hein, parce que vous savez que la plupart, comme j'avais évoqué le cas des sanctions. Très bien, voilà. Vas-y, tu parles. Justement, c'est ces exemples-là que je suis en train de vouloir énumérer. Tantôt, on avait parlé de sanctions de l'Union africaine à l'égard du Tchad. Okay. Voilà. Ces sanctions, vous savez que généralement, quand l'Union africaine sanctionne les États africains, cela n'aboutit pas. Pourquoi? Parce que l'Union africaine ne détient pas une force de l'ordre ou bien de force de maintien de l'ordre en Afrique. Ce qui fait que sa crédibilité, tantôt il y a un peu de confusion. Prenons l'exemple simple des sanctions à l'égard de certains pays comme le Mali, la Guinée, le Burkina Faso qui ont connu des coups d'État. Exceptionnellement, cette sanction a épargné le Tchad, qui était dans la même situation que les autres pays qui ont connu le coup d'État, par exemple. On dit le cas de Tchad est exceptionnel. Donc, maintenant, quand il y a une contradiction de jurisprudence dans l'arrêt des États-là, ça crée un peu de confusion dans la tête des Africains, ça c'est sûr. Et donc, c'est pourquoi la population voit en l'UA une organisation, certains vont jusqu'à dire même que c'est un syndicat de chefs d'État. Donc, ce n'est pas une organisation qui a une mission de transparence, une mission qui va dans le sens de protéger les Africains. Donc, certains vont jusqu'à dire que c'est un syndicat de chefs d'État. Vous voyez un peu. Donc, c'est pourquoi je dis que l'EIA, en ce moment, a perdu sa crédibilité, surtout dans ses manières de faire, dans ses décisions à l'encontre de certains États africains. Ou peut-être l'Union africaine est le reflet des pays africains, puisqu'il y a beaucoup de pays africains qui sont dans une situation, oui, dans une situation n'est pas stable, n'est-ce pas, du point de vue économique, du point de vue politique et du point de vue social. Donc, il n'y a pas des institutions, on appelle, oui. Il y a beaucoup de pays africains n'ont pas des institutions solides pour gérer les choses, pour instaurer la démocratie ou pour instaurer un système qui est prospère pour la population. Donc, peut-être c'est le reflet de ces problèmes, ce qui explique pourquoi l'Union africaine n'est pas à mesure de renforcer leurs propres régulations. Hello? Hello? J'ai du mal. Anthony. Justement. Oui, je vous reçois. J'ai dû constater que tu as des difficultés. Oui, je suis à votre écoute. Ok, vas-y. Oui, il y a un problème de connexion comme vous le constatez. Ok. On va peut-être arrêter. Comme je vous le... Donc, je vais te donner la dernière question. Donc, tu peux nous donner les derniers points et puis on va clôturer. Allô? Anthony?
Le dernier point qui consiste. Oui. En ce qui concerne tout ce qu'on a dit. Oui, je vous reçois. S'il y a des points derniers que tu peux énumérer, et puis on va clôturer l'émission pour aujourd'hui. Ouais. D'accord. Voilà. Donc, en résumé, par rapport à cette interrogation qu'on vient de soulever, l'interrogation qui consiste donc à voir si l'intégration de l'Union européenne au G20 pouvait changer, donner sa crédibilité à l'égard des Africains eux-mêmes et à l'égard des autres organisations telles que l'ONU, l'Union européenne, etc. Voilà. Donc, sa crédibilité au niveau africain, il faudrait que si l'Union africaine intègre le G20, je crois que les moyens, certains moyens nécessaires pouvant lui permettre de faire appliquer les textes régissant cette organisation vont peut-être dans le sens de l'aider à se perfectionner. Parce que en matière politique, il faudrait qu'il y ait un changement, surtout dans son soutien à l'égard de certains présidents qui ont longtemps duré au pouvoir et qui ne veulent pas faire confiance en l'alternance démocratique. Donc, il y aura cette décision-là qui viendra de l'ONU lorsqu'elle serait loyale, lorsqu'elle intégrera, comment on appelle, le G20. Parce que le G20, comme je disais, c'est un groupe des États, un leader en termes, en matière politique, économique ou culturelle. Voilà. Et à l'échelle internationale, à l'égard des organisations telles que l'ONU, l'Union européenne, c'est que l'UA également pourrait bien se déterminer également à leur égard parce que sa décision peut également influencer certaines organisations à l'échelle mondiale telles que l'ONU et l'UA. Et donc, son intégration au G20 est très nécessaire et cela pourra propulser l'Afrique très loin. Merci. Donc, merci beaucoup pour l'intervention. On espérait avoir des participations de la part des téléspectateurs, mais comme on n'a personne, on va clôturer l'émission pour aujourd'hui. Donc, merci beaucoup pour l'intervention. Merci. Donc, tu peux rester en ligne. Merci pour... on s'excuse. On s'excuse vraiment pour ces pannes techniques. Parce que vous savez, nous sommes dans un pays... Oui. On n'est pas surpris. Oui, justement, je suis là. Donc, tu restes en ligne. Donc, je vais clôturer l'émission. D'accord? C'est ça.